littéraire aussi, et les arts poétiques comme les manuels de, pas de définition, mais les manuels de... il me semble que quelqu'un a lancé l'enregistrement, c'est ça? Bonjour. Parce qu'il me semble qu'on enregistre le cours déjà. D'accord. Donc, je laisse couler l'enregistrement et je vous dis bonjour. Nous sommes le 27 juillet 2021 pour ce cours de critique littéraire. Et aujourd'hui, dans notre programme, nous allons discuter l'Antiquité classique. Donc, je vais parler de quelques notions de la République de Platon, de la poétique d'Aristote, de l'art poétique d'Horace et un petit peu du sublime de Longin ou du pseudo-Longin. Je vous explique pourquoi on l'appelle pseudo-Longin. Et d'accord. Et donc, ouais, voilà, parce que je me suis arrêté parce que j'ai vu que quelqu'un avait lancé l'enregistrement. Et donc, laissez couler l'enregistrement parce que, voilà. Et à la fin, je l'arrête et télécharge la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, le but, c'est de parler de les arts poétiques dans l'Antiquité classique. J'avais dit avant, avant de commencer, effectivement, est-ce que vous avez une question par rapport à la semaine dernière ou par rapport à ce que je viens de dire? Oui ou non? Non. Moi non, ça va. D'accord. Donc, n'hésitez pas à me laisser des questions sur le chat ou n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question. Voilà. Une question, un doute ou une inquiétation. Donc, je vais commencer à partager l'écran. Voyons le PDF tout d'abord. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc ici, c'est le programme du cours. Et ce que nous avons prévu pour aujourd'hui, c'est l'unité 1, l'Antiquité classique, et on va essayer de parler de tout ça aujourd'hui. Et donc, ici, c'est le document du dictionnaire avec les entrées dont je viens de parler. Et je vous ai demandé pendant la semaine dernière la lecture de ce petit article de Jeanne Demers et Thérèse Marois, L'art poétique comme genre, prolégomène à un état présent. Et je vous ai aussi demandé de jeter un coup d'œil dans l'introduction, ici, Três Momentos da Poética Antiga. C'est l'introduction de ce livre en portugais, A Poética Clássica, Aristóteles, Horácio et Longino. Donc, c'est intéressant, n'est-ce pas, de voir la différence de prononciation. Aristote, Horace et Longin et Platon, évidemment. C'est toujours important de connaître la prononciation en langue française. Et donc, je vous ai demandé tout d'abord, je reviens ici, cet article-là, l'art poétique comme genre,
il est intéressant, je ne vais pas expliquer ou entrer dans les détails de l'article, peut-être juste survoler et voir s'il y a quelque chose à commenter. Mais je vous ai demandé cette lecture parce que cet article, il nous sert comme une introduction à un débat des études littéraires. Cela veut dire, chaque fois que j'utilise l'idée d'un débat dans les études littéraires, ça veut dire qu'il y a un concept, une notion, un problème qui a généré des siècles ou des années, des décennies, des discussions autour de ce sujet. Et donc, l'idée de art poétique ou tout simplement poétique, c'est une espèce il y a un débat dans les études littéraires autour de cette notion d'art poétique ou tout simplement poétique parce qu'il y a des divergences entre les auteurs, entre les théoriciens. Chacun a contribué un petit peu et aujourd'hui, quand on se propose à étudier ces sujets, ces notions, ces concepts, il y a toute une, pour utiliser le terme de Nietzsche, une généalogie du concept à revisiter en quelque sorte, ou une archéologie du concept à faire. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas obligatoire, par exemple, quand on va faire un article ou un mémoire de fin de cours, un master, un doctorat, de recommencer depuis les Grecs et revenir jusqu'à présent. Je l'ai dit par rapport à l'écriture, n'est-ce pas? Mais évidemment que par rapport à notre formation dans les études littéraires, c'est assez important d'avoir une notion du développement ou de l'évolution, de la transformation de certains concepts, de certains débats, etc. Et dans ces cas, je, je, je pense que c'est important dans un cours de critique littéraire, même si la critique littéraire en tant que domaine des études littéraires, on va considérer sa naissance au XIXe siècle dans le contexte français. Il y avait déjà un discours sur la littérature qui va générer ou qui va déclencher, qui va déboucher à ce qu'on appelle aujourd'hui la critique littéraire, la théorie littéraire, n'est-ce pas? Et les arts poétiques, d'une certaine façon, sont, à vrai dire, peut-être le premier ou au moins le premier registre que nous avons. Je parle là de Platon et d'Aristote, mais si on recule un peu plus dans les philosophes présocratiques, il y a aussi d'autres notions d'art. Homère aussi, il me semble, je ne suis pas spécialiste de l'Antiquité classique, mais il me semble que l'Odyssée d'Homère, par exemple, elle date de quelques siècles avant Platon. Pas? Donc, si on creuse Cava, on va retrouver d'autres registres de réflexion sur l'art, sur la poésie, sur la littérature, avant même Platon et Aristote. Mais pour nous, c'est important parce que Platon et Aristote vont planter, vont introduire quelques notions qui vont définir ce qu'on comprend aujourd'hui comme littérature, comme fiction, comme poésie, et pas que ça, certains concepts qui vont décrire aussi notre façon d'être en contact avec les œuvres d'art, par exemple. Et je vais parler de la catharsis d'Aristote, cette notion de purgation et même du sublime après. Donc, voilà.
ça nous aide parce que notre discipline, les études littéraires ou les sciences humaines d'une certaine façon, c'est-à-dire la construction de la connaissance se fait plus ou moins comme ça, de manière historique. On fait cette construction avec des briques de l'Antiquité à la base, et puis on remonte les murs, les étages, etc. Donc, voilà. Et je reviens au texte, l'art poétique comme genre. Ici, c'est intéressant parce que la notion des genres littéraires, elle va, j'oserais dire, avec sous le risque de dire quelque chose qui n'est pas forcément correct, mais peut-être c'est Aristote qui a développé cette idée des genres littéraires quand il se propose dans la poétique à parler de la tragédie, de la comédie, de la poésie lyrique, de l'épopée, etc. Et c'est une façon d'organiser les œuvres qui étaient disponibles à son époque. Et ça, c'est important. Et je profite pour les dire aussi que, d'une certaine façon, tout effort théorique viendra après l'effort des productions artistiques, n'est-ce pas? Nous avons, je pense, peut-être de façon anthropologique, nous avons un besoin, une nécessité d'expression, de communication, d'expression, de registre, peu importe, à partir du langage. Et je pense que ça, c'est le premier pas, le premier saut. Et puis, nous avons l'effort de théorisation, de compréhension, d'organisation, etc. N'est-ce pas? Donc, l'idée des genres littéraires, c'est cette définition qui vient organiser ce qui existait déjà. N'est-ce pas? Par exemple, avant d'exister la biologie, il y avait déjà la vie dans la planète. Sur la planète, il y avait déjà les forêts, les fleuves, les déserts, les animaux, etc. La biologie, en tant que discipline qui met en ordre cette connaissance, elle viendra après. N'est-ce pas? Et voilà. Et donc, ce texte-là, il nous montre un peu cet effort, n'est-ce pas, de montrer un peu l'histoire de ce débat. Et donc, voyons ici s'il y a quelque chose à commenter, mais peut-être pas. Il y a des choses soulignées ici, mais c'est ponctuel, pas besoin de vraiment... et aussi, elle nous donne les deux auteurs nous donnent une vision historique de quelques traités d'art poétique et aussi de la connexion entre eux, parce que Aristote, d'une certaine façon, va répondre à Platon ou va avancer quelque chose. Horace va faire le même avec Platon et Aristote, et puis Longin, et jusqu'au XVIIIe siècle, XIXe siècle avec Kant, Hegel, par exemple. N'est-ce pas? La connaissance dans ces genres de champs d'études se fait de cette façon. N'est-ce pas? On dialogue pour essayer d'avancer un peu plus. Donc, je pense qu'il y a... C'est plutôt informatif, je pense. Il n'y a pas vraiment un problème à détacher de ce texte. Ouais. Il sert comme une bonne source d'informations bibliographiques. Et du coup, je dirais plus ou moins le même par rapport à cette introduction en portugais ici de Roberto de Oliveira Brandão. Pour ceux et celles qui ont lu
ces deux textes. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Oui ou non? N'oubliez pas que on aura une activité qui va parler de cette discussion, d'accord? Je recule ici pour vous montrer. Voilà, les activités. Voilà, on aura une première activité sur les règles d'art, le classicisme et le romantisme. Donc, soyez quand même vigilants aux discussions, d'accord? Parce que tout ce qu'on discute ici, c'est important. À un moment donné, ça va revenir. Et mon chat ne sait jamais s'il entre, s'il sort. Toujours le même comportement. Donc, je ne vais pas commenter ce texte. Je vais entrer dans le... oui, peut-être tout d'abord, ici, c'est le livre La République de Platon. Et je vais essayer de ne pas commenter, comme je fais assez souvent, des extraits du texte. Sinon, je me rallonge trop dans la discussion et nous avons pas mal de choses à, à parler ou à discuter aujourd'hui. Donc, peut-être, vous connaissez, j'imagine, vous avez une idée de ce qui est la République de Platon, ce livre, et on sait très bien que dans la République, il va développer le modèle d'une société idéale, en quelque sorte. Et dans cette société, il y a la discussion de l'art, parce que l'art fait partie de toute société. Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si ça existe, une communauté, une population, un peuple ou un agroupement de personnes dans lesquelles l'art n'est pas présent. Donc, je pense que nous avons, dans toute manifestation humaine, la présence de l'art en quelque sorte. Ça, évidemment que l'art, ça dépend de l'organisation sociale. Elle peut être plus liée à la religion, à l'explication du monde, ou tout simplement à quelque chose de divertissement, quelque chose comme ça, ou un champ autonome comme c'est notre cas aujourd'hui. Mais le plus important concernant la République de Platon pour notre discussion, c'est peut-être d'abord l'idée que vous connaissez tous le mythe de la caverne, n'est-ce pas? C'est-à-dire, cette espèce de, comment on dit, c'est pas une parabole, c'est je vais dire ici une histoire qu'il utilise pour expliquer un peu sa conception du monde, n'est-ce pas? Les gens sont renfermés dans une caverne, donc il y a la lumière qui entre de l'entrée de cette caverne, mais les gens ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas se tourner vers derrière. Et ce qu'ils voient, c'est que l'ombre ou les ombres de ce qui se passe à l'extérieur de la caverne. Et donc, ce qu'ils croient être la réalité, ce sont les ombres. N'est-ce pas? C'est une image de la réalité, ce n'est pas la réalité elle-même.
Et donc, Platon utilise ce mythe. Et là, vous voyez, c'est un mythe comme une explication de la réalité. Et à partir de ce mythe, il va nous introduire cette notion de la mimésis. En portugais, nous avons un orthographe mimésis ou mimése. En français, on va utiliser plutôt mimésis. Et d'une certaine façon, à partir de ce mythe, il va élaborer un peu cette conception d'un monde idéal parfait. Nous avons la réalité que nous connaissons, avec laquelle nous avons contact, et l'art, la poésie, la peinture, la sculpture, comme déjà une copie de la copie, parce que selon cette conception de monde de Platon, la perfection, c'est dans le monde idéal. Nous avons la réalité comme une copie de ce monde idéal, et l'art serait un troisième degré depuis dans cette échelle du monde idéal. Donc, il va retirer la valeur, en quelque sorte, de l'art comme quelque chose qui s'éloigne de l'idéal, n'est-ce pas? Et c'est intéressant parce que mimésis, c'est ce concept développé par Platon. Et puis, il va entrer dans le monde latin sous la traduction de imitation ou imitatio, qui va nous donner imitation. Comme si l'art était une imitation d'un monde idéal ou même de la réalité. Par contre, et là, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, de l'histoire des concepts ou de la généalogie des concepts, autour de la mimésis, il y a tout un débat aussi. Pour ceux qui vont, par exemple, la tradition latine va voir la mimésis comme une imitation, d'autres vont préférer la traduire comme représentation. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une entrée de dictionnaire ici qui va nous apporter l'idée pas de représentation, mais de présentation, n'est-ce pas? Et une autre conception, ceux qui vont chercher, qui vont essayer d'oublier une certaine lecture erronée de Platon avec cette idée d'imitation, ils vont sauver en quelque sorte l'art en traduisant mimésis par presque comme une autre notion grecque qui est aletheia, qui est parfois on traduit comme vérité, mais parfois, ou on préfère aujourd'hui, traduire aletheia comme révélation. Vous voyez? Donc, vous voyez que cette notion de mimésis en tant qu'imitation ou représentation, elle va se développer et devenir une espèce de révélation de la vérité. Et donc, vous voyez comment la conception de l'art va changer, ou peut changer selon les moments historiques ou la conception philosophique qui est derrière, tout simplement. Et vous voyez que cette notion déjà un peu plus élaborée, un peu plus salvatrice de l'art, va penser à l'art comme une possibilité de révélation de la vérité de l'homme, ou presque métaphysique même. Je peux vous dire, comme ça, c'est pas comme, je sais pas, même si on pense à un sentiment, par exemple, le but de l'art ne serait pas d'imiter ou de reproduire
un sentiment qu'on expérimente, mais peut-être la possibilité de produire ou de générer, de nous faire sentir quelque chose, et assez souvent quelque chose qu'on n'avait jamais senti avant ou expérimenté avant, ou quelque chose comme ça. Dans certaines conceptions plus modernistes, par exemple de l'art, l'objectif de l'art, c'est même ce n'est pas de copier la réalité, mais d'enrichir le monde en introduisant des objets qui n'existaient pas dans la nature et dans le monde. N'est-ce pas? C'est souvent, je donne l'exemple d'une œuvre d'art de Marcel Duchamp, qui est une roue de bicyclette vissée sur un tabouret. Et voilà, il a pris deux objets déjà existants et il les a assemblés. Et donc, nous avons un tabouret avec une roue de bicyclette. C'est un objet qui n'existait pas avant, n'est-ce pas? Donc, l'art contemporain assez souvent met en discussion ces genres de relations, n'est-ce pas? Il y a un artiste que j'aime bien, et il me semble qu'il est l'artiste contemporain les plus chers au monde, c'est Jeff Koons. J'écris ici et puis vous cherchez. Je crois que ça s'écrit comme ça, avec deux F et deux O. Et il a une série d'objets artistiques, parce qu'il est très connu parce qu'il fait des sculptures géantes en métal, en aluminium, si je ne me trompe pas, mais elles reproduisent la forme des ballons comme on fait un chien avec des ballons, etc. Mais il a une série d'œuvres d'art qui sont d'aspirateurs exposés dans les galeries. Et je pense à ça parce que, comme je disais tout à l'heure, de cette conception plus moderniste, plus moderne de l'art comme une manière d'enrichir le monde avec des objets qui n'existaient pas. Et j'ai ici juste à côté un ventilateur. Quelques années avant, ça n'existait pas un ventilateur. Aujourd'hui, il est très produit massivement, mais peut-être si on pense au premier ventilateur, c'était aussi une espèce d'objet artistique, ou au moins peut-être pas artistique parce qu'il avait une fonction. Assez souvent, on considère les objets artistiques comme démunis de fonction, n'est-ce pas? Bon, je ferme la parenthèse. Et je dirais que cette notion donc de Platon de mimésis, elle va nous donner toute cette discussion et d'une façon aussi, elle va nous apporter ou elle va nous conduire à notre notion de fiction, n'est-ce pas? Parce que la fiction, si Aristote, par exemple, il va faire cette distinction entre l'histoire et la poésie, comme l'histoire qui raconte ce qui s'est passé et la poésie qui raconte ce qui devrait s'être passé ou ce qui devrait se passer. Donc, dans le domaine de la fiction, nous sommes, comme le dit un théoricien allemand, Wolfgang Iser, du et si, ou du comme si, n'est-ce pas? On va raconter une histoire. Ça, je peux même profiter de certains concepts de la linguistique.
Quand on parle, par exemple, de langage, la théorie du langage, nous avons les signes linguistiques avec un référent, avec un signifiant et un signifié. Les signifiants étant l'image acoustique du mot, et l'orthographe, cette image visuelle que nous avons, auquel on associe un signifié, un sens, mais ce sens, assez souvent, quand on raconte une histoire, par exemple journalistique, nous avons un référent, un référente qui existe au monde, n'est-ce pas? Si on cherche, par exemple, j'ouvre aujourd'hui un journal comme Le Monde ou Folha de São Paulo, et je vais lire quelque chose, on va parler du président, et je vais au palais du Planalto, je vais voir la même personne, malheureusement, dans le palais du Planalto. Donc, c'est quelque chose qu'on dit, et les référents existent au monde, effectivement. La fiction, c'est quelque chose, on peut résumer plus ou moins comme ça, comme ce genre de texte qui est une pure virtualité, n'est-ce pas? Les référents n'existent pas au monde, ils existent dans notre tête, dans notre formation mentale, quoi. N'est-ce pas? Et évidemment qu'à partir d'une certaine solidification de la littérature, les référents vont exister dans les échanges, des conversations entre les lecteurs, dans les textes des critiques, dans l'imaginaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette virtualité, cette pure virtualité du texte fictionnel, il va rencontrer une espèce de concrétude dans les discours, dans l'imaginaire des gens. N'est-ce pas? Pour vous donner un exemple, je ne sais pas, pensez à Madame Bovary, le comportement de Madame Bovary. Je pensais ici à comment c'était une œuvre de Monteiro Lobato, peut-être. Ou même, oui, je pense, c'était pas ça à quoi j'avais pensé, mais Émile, de Sítio do Pica-Pau Amarelo, n'est-ce pas? Elle devient quelque chose, devient une référence en quelque sorte à partir de cette virtualité qui est la littérature. Et ces sens, c'est le plus intéressant, c'est où la fiction, comme ces discours écrits ou oraux, qui n'a pas de référent au monde, qui existe comme pure virtualité, il va, c'est le fight déjà. Et ce discours fictionnel, littéraire, etc., il va rencontrer ou il va avoir une connexion ou un effet sur notre comportement, sur notre... et il va nous aider à composer, à construire notre moralité, par exemple. C'est ça le plus intéressant de la littérature comme effet pratique dans nos vies, en quelque sorte. Je sais que là, je dépasse un peu la discussion, mais comme je vous ai dit, je ne voudrais pas, l'objectif n'était pas, l'objectif d'aller dans l'Antiquité classique, c'est plutôt de préparer le terrain pour comprendre la naissance de la critique moderne et pas d'analyser en détail le texte de Platon, Aristote, etc. Mais donc, je vais me concentrer dans cet aspect
la mimésis de Platon avec ce mythe de la caverne et les conséquences de la pensée de Platon de cette façon à notre fiction et à notre littérature moderne. Et une autre chose intéressante de la République, c'est l'exil du poète, n'est-ce pas? Parce que Platon ne trouve pas une place au poète dans cette société idéale, en raison de, évidemment, comme je vous ai dit, de cette fonction du poète de faire une copie de la copie, etc. N'est-ce pas? Donc, les discours du poète dans cette virtualité ou de parler de choses qui n'existent pas, ça pourrait être dangereux pour l'équilibre de cette société idéale. Et voilà, j'arrête avec Platon, c'est bon, c'était ce qui m'intéressait à parler ici. En fait, je ne sais pas si... voyons ici si j'avais quelque chose à dire de l'entrée du dictionnaire sur la mimésis. Non, en fait, voyons ici, représentation, parce que je pense que ce dictionnaire a des termes littéraires, il n'a pas bizarrement. Daniel? Oui? J'aimerais poser une question par rapport à la classification. Parce que quand on dit l'Antiquité, on revient toujours à la Grèce, à Platon, à Aristote. Mais est-ce qu'il y a des études par rapport les concepts d'art ou quelque sorte hors Grèce, hors l'Antiquité comme on connaît, comme dans l'Orient, par exemple? Est-ce qu'il y en a Parce que je crois que l'Orient est plus antique. Plus ancien. Plus ancien que la Grèce. Oui, il y en a. Par exemple, tu sais, c'est Daniel, n'est-ce pas, qui m'a posé la question? Oui, c'est moi. Oui, merci pour cette question. Moi, je te répondrai. Ouais, voyons. C'est intéressant parce que nous avons ce discours. J'essaie de trouver un point de départ pour la réponse. Et je vais commencer peut-être par toutes ces études qu'on appelle aujourd'hui décoloniales. Je ne sais pas si si tu as déjà entendu parler, ou vous autres aussi, si vous avez déjà entendu parler des études décoloniales. C'est un effort, je vais résumer un peu comme ça, un effort intellectuel, disciplinaire en quelque sorte, de refonder les bases des disciplines ou de nos manières à nous de penser. Et je ne sais pas pourquoi c'était une convention qui nous est arrivée un peu en raison de notre histoire de colonisation aussi, de penser l'Occident, de nous penser en tant qu'Occidentaux à partir de cette tradition grecque, n'est-ce pas? Et on oublie toutes les autres traditions qui nous ont formés d'une façon ou d'une autre. Et donc, ces études coloniales essayent de nous refaire, de nous obliger ou de nous inviter à refonder les bases de notre formation.
et par exemple aller chercher dans la tradition africaine, indigène, on privilégie les hommes en général, et donc on va introduire les femmes artistes, intellectuelles, philosophes, etc. Etc. Donc, ce que je vous dis, c'est que cette idée de penser les choses à partir de la Grèce ancienne, c'est une convention en quelque sorte, n'est-ce pas? Et d'une certaine façon, on reproduit une vision de monde européenne avant tout, n'est-ce pas? Par contre, ça existe toute une histoire aussi orientale. Moi, je ne connais pas tant que ça, mais je sais que ça existe. J'ai quelques références. Et par exemple, quelqu'un qui, d'une certaine façon, il me semble que revisite une mythologie ou des valeurs de l'ancienneté orientale, le cas que je vais vous donner ici du Japon, c'est le réalisateur Kurosawa. Il y a quelques films dans lesquels il cherche à trouver les mythes, où il dialogue avec une mythologie orientale. Aussi, tu sais, par exemple, avant cette société grecque de Platon, d'Aristote, il y avait aussi les présocratiques, dont on ne parle pas si souvent, surtout dans les études littéraires, n'est-ce pas? On part de Platon. Mais dans la philosophie, il y a ceux qui vont chercher dans les présocratiques, comme Parménide, Héraclite, Pythagore, par exemple, qui nous a donné le triangle, etc. Il y a la société égyptienne aussi, qui est importante aussi. Et si, par exemple, nous avons un professeur dans le département de littérature, Pedro Mandagara, qui étudie la littérature indigène au Brésil. Il me semble qu'il se concentre dans l'Amazonie. Et à partir de ces études, c'est aussi possible d'arriver à quelque chose de plus élémentaire, en quelque sorte, à partir de la littérature, ou ce qu'on peut appeler la littérature des indigènes brésiliens aussi. Donc, il y a, je sais, la question, c'est que ici nous sommes dans un cours de littérature française, donc de critiques littéraires françaises, et on finit par reproduire cette convention, comme je vous ai dit, de partir de... Mais c'est une convention, mais elle n'est pas sans fondement. Elle n'est pas sans fondement. Parce que un terme que je n'ai pas encore apporté à cette discussion, c'est la notion de réception. Réception, c'est parce que je profite de la question pour essayer d'organiser certaines choses. Donc, voilà, l'objectif aujourd'hui, c'était de parler des arts poétiques ou la poétique en tant que discipline. Et les arts poétiques, comme ça va devenir plus clair avec Aristote et Horace, c'est un ensemble de règles de composition ou de production artistique ou littéraire. N'est-ce pas? Donc la poétique ou les arts poétiques vont être du côté de la production de l'œuvre, c'est-à-dire des écrivains, des poètes, des artistes, etc. Le côté de la réception,
c'est le côté de l'herméneutique dont j'ai parlé au début du cours, c'est-à-dire de l'interprétation, de la compréhension de l'œuvre. Et aujourd'hui, on comprend surtout depuis un courant théorique de la théorie littéraire qui s'appelle l'esthétique de la réception, que il y a cette réception, c'est-à-dire la compréhension des œuvres, et cette compréhension, elle aussi est historique, c'est-à-dire que la poétique d'Aristote, par exemple, elle a été lue par Horace d'une façon. La semaine prochaine, on va voir que Boileau a lu la tradition aristotelienne quelques siècles plus tard d'une autre façon, et ça construit peu à peu l'histoire de la réception d'un livre. C'est clair, ça? Et c'est-à-dire que dans le domaine de la littérature française, qui est le nôtre ici, cette tradition, Platon, Aristote, Horace, etc., il y a une forte connexion entre elles. Cela ne veut pas dire qu'elle sera importante pour toute autre tradition. Peut-être pour une communauté indigène de l'Amazonie totalement isolée, peut-être pas. Mais peut-être pour certains indigènes qui ont eu contact avec la culture portugaise, ils ont assimilé plus ou moins quelques mythes aussi de la littérature occidentale, n'est-ce pas? Donc là, c'est très difficile de dire que... donc, il y a des gens qui étudient ce genre de choses. Et par exemple, c'est possible d'avoir des mythes, par exemple, genre des communautés ou des sociétés qui n'ont pas eu de contact, et ils ont des représentations mythiques semblables. Pas les mêmes, mais des choses qui ressemblent. Pour vous donner un exemple, vous connaissez le mythe de Prométhée. C'est le mythe du vol du feu. Prométhée a volé le feu aux dieux. Et il y a un livre, comment il s'appelle ce livre? J'ai oublié ce livre, c'est un livre organisé par la maison d'édition de l'OFMG. Et ce livre était sur la liste des livres quand j'ai passé le bac pour la première fois. Et si je ne me trompe pas, c'était un ensemble de contes, de mythes du peuple Machakali, si je ne me trompe pas. Et il y avait un mythe, l'histoire d'un mythe d'un oiseau qui avait volé les feux aux dieux. Et en plus, pour expliquer, pour prouver que cet oiseau avait volé vraiment les feux, on expliquait que c'est la forme de son bec était plus court parce qu'il avait brûlé à cause du feu, et c'était rouge justement à cause du feu. Donc, vous voyez que nous avons des sociétés complètement différentes, mais qui ont une explication de la domination ou de la maîtrise du feu à partir du vol du feu des dieux. Donc, à mon avis, c'est très intéressant, mais c'est très proche de l'anthropologie, ce genre des choses. D'accord? Ça va comme explication, j'arrive à... Oui, ça va. Je ne voulais pas trop déranger dans le sens de... Parce que là, on est dans un cours de critique et je vois la valeur de discuter l'Antiquité.
c'est juste parce que c'est toujours en va-et-vient. Mhm. Oui, Donc, mais ça, c'est intéressant, Daniel, par exemple, parce que le philosophe allemand Martin Heidegger, euh, lui, il est allé étudier les présocratiques, les philosophes présocratiques. Il me semble que, si je ne me trompe pas, Heidegger, il a un livre sur Platon, un livre sur Aristote aussi, si je ne me trompe pas. Mais Heidegger, il disait qu'il fallait refonder la métaphysique parce qu'on était trop, euh, je dirais, comment j'aurais, on a été trompé par Platon. mhm. Ce n'est pas les mots d'Heidegger, mais l'idée, c'est plus ou moins celle-là. C'est-à-dire que la philosophie platonicienne, elle nous a obligés, depuis Platon, à penser selon le modèle platonicien de la métaphysique, de la dialectique platonicienne, n'est-ce pas? Et par exemple, il a, évidemment, Heidegger était un très grand philosophe, même si on considère qu'il était nazi, euh, mais il était quand même un très grand philosophe. Euh, il avait raison, je ne peux pas dire autrement. Mais Et même par le exemple, diable, des fois, a des raisons. oui, mais juste pour vous donner un exemple, je viens de parler de ce monde idéal de Platon et la réalité. D'une certaine façon, la pensée chrétienne reproduit ce monde idéal comme le monde du jugement final, la vie après le jugement final pour ceux qui seront sauvés, n'est-ce pas? Euh, donc, il y aura où nous sommes l'image et la similitude de Dieu dans sa perfection, etc. Donc, vous voyez qu'il y a une structure de, des conceptions de monde, d'élaboration de monde qui vient de Platon, en quelque sorte. Et puis, si on pense à, par exemple, à la société sans classe de Marx, ça reproduit aussi l'idée d'un monde idéal différent de cette réalité pauvre ou imparfaite dans laquelle nous vivons. Et ce que Heidegger disait, c'était qu'il fallait reculer avant Platon parce que là, je suis presque sûr qu'il dit quelque chose comme ça, comme si on avait perdu 2000 ans en reproduisant la pensée, c'est-à-dire on a décliné la philosophie de Platon, c'est-à-dire on a reproduit, on a avancé, mais selon le modèle de Platon. Donc, il fallait reculer avant dans les philosophes présocratiques. Et par exemple, dans cette critique que Heidegger fait de la métaphysique, il va critiquer par exemple la raison. Et vous voyez que la philosophie occidentale, elle est presque tout entière basée sur la notion des raisons, n'est-ce pas? Et les philosophes présocratiques, par exemple, comme Héraclite, par exemple, sa pensée, elle n'était pas très différente d'une poésie, en quelque sorte. Et Heidegger commence avec son livre L'être et, L'être et les temps, n'est-ce pas? Et il finit avec une espèce d'écriture philosophique qui reprenait les présocratiques, qui est devenue une espèce de poésie, sa façon d'écrire la philosophie. Et par exemple, Aristote, là pour terminer cette discussion, Aristote avec c'était pas la métaphysique, c'était la logique d'Aristote, il développe des notions comme le principe de l'identité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on ne peut pas
être et ne pas être en même temps. C'est-à-dire, une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps. Ça, c'est un principe de la logique d'Aristote. Dans une pensée pré-socratique, c'était possible. Et Héraclite, par exemple, il avait quelque chose comme... il avait une pensée beaucoup plus mouvante. Donc, l'idée de... on ne peut pas se baigner dans le même fleuve deux fois, ça vient d'Héraclite. Donc, vous voyez que c'est une conception de pensée beaucoup plus dynamique, n'est-ce pas? Parce que on se transforme tout le temps et le fleuve aussi. Donc, il n'y a pas d'identité fixe comme celle d'Aristote, par exemple, qui pense l'identité comme on est A, c'est-à-dire que A est égal à A. Et donc, A ne peut pas être égal à A et égal à B, par exemple, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et dans une pensée, par exemple, pensez à un discours qui a été révolutionnaire en quelque sorte, qui est la psychanalyse depuis Freud, comment on sait très bien que Freud va chercher aussi des explications dans la mythologie grecque, et on voit comment c'est beaucoup plus complexe que être ou ne pas être, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, par exemple, les rêves, Freud va analyser les rêves. Et les rêves, nous avons une condensation des sens, des signifiés, des symboles, qui ne sont pas de l'ordre du logique, n'est-ce pas? Et là, par exemple, ouais, aujourd'hui, je vais avancer. Quand on parlera du sublime, le sublime n'est pas de l'ordre du logique non plus. Et d'une certaine façon, je pense que Aristote et Platon vont essayer de placer l'art dans une position, dans un domaine qui peut-être n'est pas propre à l'art. L'art, c'est peut-être le côté du sublime même, c'est-à-dire de l'indicible, de ce qu'on n'est pas capable de décrire, mais qu'on le dit quand même. Ça devient un peu ça semble quelque chose qui n'a pas de connexion, mais c'est quelque chose comme ça aussi, vous voyez. Euh, voilà. J'essaie. Mais non, je vais pas Non, mais m'arrêter. j'aimerais finir ma contribution en disant que la culture populaire a toujours raison. Ça me vient toujours à la tête les dictons. Nessa vida nada se cria, tudo se copia. Então, c'est un peu comme ça. Quand on commence à discuter toute l'histoire, on voit que ça débute. On ne sait pas où Oui, ça débutait, mais oui, et en des plus, informations sont toujours semblables. oui, et c'est intéressant, au moins pour justifier aussi les reculs à la Grèce ancienne de Platon et d'Aristote, parce que cette société grecque de cette époque-là, comme vous savez, la Méditerranée, il y avait trop d'échanges entre les peuples, entre les sociétés de cette région. Et donc, je pense que d'une certaine façon, ils ont assimilé pas mal de choses, vous voyez. Donc, ça c'est quelque chose d'important à dire. Quand on parle de la Grèce ancienne, on ne peut pas penser à une société pure, à une société comme si c'était le berceau de l'Occident et que les racines,
non, la Grèce de Platon et d'Aristote était déjà la confluence d'autres traditions. Et ça, c'est tellement vrai. Je vais vous montrer des extraits de la poétique d'Aristote. Il faut entrer dans la discussion d'Aristote maintenant. Et peut-être j'utilise cette discussion. Parce que on voit dans le texte de la poétique d'Aristote des moments dans lesquels ce qu'il fait, c'est plus proche d'une théorie ou d'une théorisation de la littérature, parce qu'il va définir certains concepts, et d'autres moments, ce qu'il fait, c'est la critique littéraire, parce que ce qu'il fait, c'est apporter un jugement sur les œuvres de son époque. Et là, comme je disais que cette société grecque était à la confluence d'autres influences de l'époque, plusieurs œuvres mentionnées, citées par Aristote, ont été écrites des siècles avant Aristote, comme l'Odyssée, quelques tragédies aussi, n'étaient pas contemporaines d'Aristote. D'accord? Donc, ça, c'est un peu c'est comme, moi, je dirais que pour une limitation de notre capacité d'étude, il faut toujours marquer un point de départ. Mais cela ne veut pas dire que tout a commencé dans ce point, n'est-ce pas? Il y a toujours quelque chose avant, il y a toujours quelque chose après, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore une question ou ça va? Pour moi, ça va. Merci. Et c'est clair ou c'est trop compliqué? C'est clair, mais en même temps... c'est complexe. Oui, c'est complexe. On ne peut pas en discuter tout d'un coup comme ça, mais ça donne... Je n'aimerais pas garder toujours ces concepts-là, que tout commence. Je ne veux pas que tu aies dit ça, mais je veux pas. Je voulais vraiment déranger un peu pour dire ça n'a pas commencé avec les Grecs dans le sens. Il faut aussi savoir que ça vient d'un peu partout. Oui. Oui, mais je crois que ça va prendre du temps pour qu'on commence, par exemple, un cours comme celui-là en disant l'Antiquité, c'est pas juste les Grecs, mais c'est aussi le Japon, l'Égypte. Oui. Comme on vient aujourd'hui avec la théorie des Bakhtin, qui va détruire un peu ce qui est Oui, c'est Aristote qui a commencé ça en développant l'idée des types de textes, de type la poésie, la narration et tout ça. Mais Bakhtin va élargir peut-être un peu plus cette idée. Oui, mais il y a un autre problème, Daniel, quand on parle des textes tellement anciens, que c'est ce qui nous est resté de ce texte. Oui. N'est-ce pas? Parce que, par exemple, la poétique d'Aristote, nous avons tout simplement, il nous semble qu'il manque un morceau du texte. Parce que le texte qui nous est arrivé d'Aristote, ça manque la partie sur la comédie. D'où Umberto Eco a fait les noms de la rose, n'est-ce pas? Parce qu'il y a cette rumeur que le texte sur la comédie, il est caché au Vatican, n'est-ce pas? Mais par exemple, Longin, que je vais utiliser ici pour parler du sublime, on l'appelle pseudo-Longin
Et vous avez peut-être, si vous avez lu l'introduction à Poética classique, on va l'appeler anonyme. C'est parce qu'en fait, le texte, on n'arrive pas à attribuer comment on dit ça, un auteur à ce texte. Il n'y a pas de registre de qui était vraiment l'auteur de ce texte. Et encore un autre problème. À cette époque-là, Daniel, ton micro il est ouvert. Oh, pardon. Et merci. Et donc, assez souvent, nous avons cette notion de moderne d'auteur n'était pas la même d'autrefois, n'est-ce pas? Parfois, ce que nous avons, c'est ce qu'on appelle l'auteur, c'est en fait une espèce de copiste. C'est celui qui a réuni les idées qui étaient présentes dans la société de l'époque, n'est-ce pas? Donc, c'est pas si facile de lire tout ça avec les notions, les conceptions, les concepts que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'auteur, de texte, d'influence aussi, parce que, par exemple, si on prend un texte du romantisme français, c'est facile à identifier certaines influences, parce que tout est registré, nous avons ce texte disponible. Mais quand on parle de quelques siècles avant Jésus-Christ, c'est compliqué moi, j'ai quelques amis. Aujourd'hui, ils ne travaillent plus avec le latin, mais quand je faisais ma licence, j'avais quelques amis proches qui faisaient leur licence en latin et en grec. Et donc, parfois, ils se proposaient à traduire ou à étudier un texte qui était un fragment, parce que le reste était perdu et il nous est arrivé, il nous reste que un fragment et il s'est proposé à traduire et à étudier un fragment d'un texte qui était qui était tout ce qui restait d'un texte ancien. Donc, c'est pas, d'une certaine façon, c'est un travail d'archéologue, comme je disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, voilà. J'entre ici dans la poétique donc, de Platon. On garde pour cette discussion la notion de monde idéal, monde réel et la copie de l'art, la mimésis en tant que ces mouvements de représentation ou d'imitation. Nous gardons aussi de Platon l'exil du poète ou le retrait ou les reculs du poète de cette société parce qu'il n'était pas bienvenu à cause du danger de la fiction. Et avec Aristote, dans la poétique d'Aristote, nous avons un texte déjà beaucoup plus structuré au niveau de l'organisation de cette matière existante des œuvres à l'époque. C'est-à-dire, il va proposer une organisation en genre littéraire, comme l'épopée, la tragédie, la poésie lyrique. Il va proposer un concept très important qui est le concept de la catharsis. Peut-être c'est celui que j'aimerais bien en parler aujourd'hui. Donc ici, vous avez la projection du texte de la poétique et je vais juste retrouver ici un extrait sur... Voilà. Voilà, c'est l'extrait dans lequel j'imagine que vous arrivez quand même à me suivre et à lire, n'est-ce pas?
Oui. Et donc, je vais juste lire cet extrait ici. Donc, la tragédie est l'imitation d'une action grave et complète, ayant une certaine étendue, présentée dans un langage rendu agréable, et de telle sorte que chacune des parties qui la composent subsiste séparément, se développant avec des personnages qui agissent et non au moyen d'une narration, et opérant par la pitié et la terreur la purgation des passions de la même nature. Donc, ici, vous voyez, je vais utiliser cet exemple pour expliquer un peu l'esprit du travail de la poétique d'Aristote. Donc, vous voyez que ce qu'il fait ici, c'est une définition de la tragédie. N'est-ce pas? C'est, on va dire, un geste de définition d'un genre littéraire. C'est-à-dire que toute pièce de théâtre qu'on retrouve avec cette caractéristique, on va dire oui, il s'agit d'une tragédie. Pour les poètes qui veulent écrire tragédie, ça suffit de suivre ces balises ou ces indications d'Aristote. Donc, je reviens. La tragédie est l'imitation d'une action grave et complète. Une action grave et complète parce que on aura, vous voyez, on n'aura pas une fin ouverte comme nous avons assez souvent dans le récit contemporain, la littérature contemporaine. Souvenez-vous peut-être ceux qui ont suivi les cours de roman avec moi, les livres de Michel Houellebecq, Soumission, ça termine avec les narrateurs disant « j'aurais pu » ou « je pourrais », quelque chose comme ça. J'accepterais, et on ne sait pas s'il acceptait la conversion à l'islam. C'est juste pour résumer les livres en 3 mots. C'est une fiction politique, la France en 2022, les élections présidentielles contre Marine Le Pen de l'extrême droite, contre un candidat musulman. Les candidats musulmans remportent la victoire et transforment la France dans une charia. C'est-à-dire il impose la loi islamique à la France. Et les narrateurs, c'est un professeur de littérature à l'université en France, et il perd son poste de professeur parce qu'il ne fait pas la conversion à l'islam. Et en fait, à la fin, il reçoit proposition de se convertir à l'islam et reprendre son poste à l'université. Et le dernier chapitre, il utilise les conditionnels et on ne sait pas s'il a accepté la conversion ou pas. Donc, ça, c'est ce qu'on peut appeler comme verbo une œuvre ouverte, dont la fin n'est pas définie. C'est au lecteur de se décider d'assembler les informations, les opinions sur l'œuvre et donner une fin possible à ce livre. Donc, on peut avoir des divergences concernant la fin de l'œuvre. Et donc, la tragédie est l'imitation d'une action grave et complète, et surtout grave parce que ce n'est pas la comédie. Donc, ce sont des aspects ou des sujets graves, sérieux, ayant une certaine étendue. Et donc, vous voyez que, par exemple, l'idée de cette certaine étendue, ça va donner la règle la règle selon laquelle une tragédie doit durer toute l'action de
du lever du soleil au coucher du soleil. Et on a compris qu'à partir de cette idée-là, la tragédie doit durer genre 9 heures, 12 heures, quelque chose comme ça, l'action de la tragédie. Donc, présenté dans un langage rendu agréable, de telle sorte que chacune des parties qui la composent ses parents, ce sont les actes, évidemment, se développant avec des personnages qui agissent et non au moyen de narration. Et puis, Aristote va développer un peu plus cette idée, parce que vous voyez, surtout dans une époque, pensons à la Grèce ancienne, où la poésie était chantée, était récitée, et on raconte l'histoire narrative oralement. Et nous avons aussi le théâtre qui était une espèce de poésie, parce que même les théâtres étaient en vers, en rythme, etc. Donc vous voyez que peut-être c'était difficile à distinguer ou à se rendre compte de cette différence. Et donc, il nous pose une différence entre l'épopée, qui est un récit narratif, et une tragédie qui est, on va dire, on raconte une histoire, mais cette histoire, elle est racontée sous la forme de dialogue. Et par exemple, il va expliquer certaines choses comme penser aussi, penser au cinéma aujourd'hui, avec les effets qu'on est capable de produire ou reproduire. On est capable de faire tout et n'importe quoi. Dans un théâtre, dans une arène de théâtre, dans la Grèce ancienne, ce n'était pas possible. Donc, le recours à la narration dans le théâtre était possible pour combler cette partie, pas pour résumer, mais pour combler quelque chose dont on n'avait pas les ressources nécessaires pour reproduire comme une action. Et par exemple, un exemple assez souvent cité, le cas de Médée. Elle ne va pas assassiner ses enfants devant le public. Et au lieu de reproduire la scène de l'assassinat de ses enfants, on va raconter qu'elle a assassiné ses enfants de manière atroce. Ça, c'est une façon de narrer la scène de l'assassinat sans la reproduire sur la scène. Voilà. Et donc, et non au moyen d'une narration, en opérant par la pitié et la terreur, la purgation des passions de la même nature. Ça, c'est cette purgation, c'est la catharsis. C'est ce fait que la tragédie procurait ou produisait dans les spectateurs du théâtre à cette époque-là. Et donc ici, nous avons une conception de l'art importante, une différence de conception d'art très importante entre Platon, qui pensait que l'art et la poésie ne devaient pas exister dans la République, et Aristote qui va trouver cette fonction cathartique de purgation de la tragédie. Et ça, c'est intéressant parce que d'une certaine façon, la tragédie, ou tout tard, va fonctionner en quelque mesure comme une espèce d'éducation, de remède, etc. Pour purger l'âme, les passions.
n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on va avoir une tragédie comme celle-là, on va voir une série d'actions, on va expérimenter certains sentiments et on va sortir du théâtre moralement meilleur que son entrée. Ça, c'est la fonction cathartique. C'est une façon de libérer une certaine tension au niveau des émotions, des passions, sans devoir des livres, les expérimenter réellement dans votre vie. D'accord? Et donc, je ne vais pas insister sur Aristote. Ça, c'était peut-être les plus importants à retenir le concept de catharsis, parce que le concept de catharsis est intéressant parce que c'est un côté médical, presque, médical de l'esprit, je dirais comme ça, mais il annonce une réflexion sur la réception de l'œuvre pour le spectateur, le lecteur. C'est le... par exemple, j'ai une copine de la fac qui disait qu'elle a déjà regardé comment s'appelle le film de au quartier du poète. Et elle m'a dit qu'elle a déjà regardé ce film plusieurs fois. Et à chaque fois qu'elle le regarde, elle pleure beaucoup. Et elle sait déjà où elle commence à pleurer, dans quelle partie du film elle commence à pleurer. Et parfois, quand elle a envie de pleurer, elle a besoin de pleurer, elle regarde ce film parce qu'elle sait que ça fonctionne. Donc, vous voyez que c'est une façon d'utiliser l'œuvre d'art pour cette purification, pour cette purgation spirituelle. Et spirituelle ici, je dis pas de façon métaphysique, mais du côté intellectuel, mental, etc., moral, de passion. On apprend en quelque sorte, n'est-ce pas, avec ces œuvres-là. Et important aussi d'Aristote, c'est à partir de la réception de la poétique d'Aristote par d'autres auteurs, on va développer peu à peu une série de règles plus définies de comment écrire la poésie lyrique, la poésie tragique, etc. D'accord? Donc, Aristote va nous servir comme un premier principe des théories littéraires avec la définition des genres littéraires, une organisation des œuvres selon les genres littéraires, n'est-ce pas? Parce que vous voyez que sans les principes d'ordre, de définition des genres, ce que nous avons, ce sont des œuvres littéraires sans organisation. À partir du moment où on définit une tragédie, une poésie lyrique, on est déjà capable de séparer certains textes comme poésie lyrique, certains textes comme tragédie, n'est-ce pas? Et voilà, ça c'est bon pour retenir à propos d'Aristote. Et je passe maintenant au texte de, voilà, Horace. Et le texte d'Horace, il a ces deux noms, l'art poétique ou épître au pison. Vous connaissez les mots épître? Claire, je connais.
Personne. Isabelle, 2 secondes, je t'écoute pas très bien. Est-ce que vous m'écoutez bien ou pas? J'ai dit que je ne connais pas le mot. Non, 2 secondes, Isabelle, je t'écoute pas et peut-être c'est un problème de mon... essayez de dire quelque chose. Non, donc non, je vais reconnecter mon phone. 2 secondes. Ça peut pas trop sur mon micro. Est-ce que vous m'écoutez? Essayez encore. Non. Oui, je vous écoute. Mais par contre, non, Isabelle, je pense que ça ne marche pas trop. Son micro. C'est peut-être mon micro. Oui, exactement, parce que j'écoute bien Clara. Oui. Est-ce qu'il est mieux là, maintenant? Oui, oui, très bien. Ça va, je t'écoute. Je seulement dit que je ne connaissais pas le mot. Ah, d'accord. Et est-ce que quelqu'un connaît ces mots-là ou connaît la traduction? En fait, c'est C'est un le mot... mot épître? Oui, le mot épître. C'est épistole. Épistole, exactement. C'est comme la Bible. Voilà. Exactement. Ah, voilà. C'est une espèce de lettre. Voilà. C'est parce qu'assez souvent, on n'associe pas les mots, surtout parce que, comme vous voyez ici, il est chiant, ces chats, parce qu'il ne veut pas sortir, il ne veut pas entrer. Ça va. Assez souvent, dans les mots en français où nous avons le circonflexe, peut-être que vous avez déjà étudié ça en histoire de la langue française, il y avait un S du latin qui disparaît en français, mais assez souvent on le rencontre en portugais. Donc, évidemment, ce n'est pas le même mot, mais nous avons épice, et ici nous avons épi avec un circonflexe. Ça marche par exemple avec tête, teste, hôpital, hospital, fête, feste. Donc, ça marche assez souvent, cette marque, n'est-ce pas? Et en fait, le titre du poème, parce que c'est un poème d'Horace, c'est Épître aux Pisons, et puis on a attribué le titre d'art poétique en raison du contenu du texte d'Horace. Et en fait, ici, le plus important à retenir, c'est les principes où, parce que j'essaie d'organiser ce que je vais dire. Horace fait partie déjà d'une réception de l'œuvre d'Aristote, c'est-à-dire que Horace a lu la poétique d'Aristote. Et donc, il va interpréter à sa façon, écrire son texte va rester pour les générations suivantes et vont influencer les générations suivantes, n'est-ce pas? Cela dit, le texte d'Horace, il va être beaucoup plus assertif, beaucoup plus impositif au niveau des règles à suivre. Et cette épître aux Pisons, ou cette lettre aux Pisons, ça va fonctionner plus ou moins comme la série de lettres de Cartas a um jovem poète de Rilke, n'est-ce pas? C'est-à-dire les conseils pour les jeunes poètes qui veulent écrire. D'accord? Et donc, vous voyez ici, j'aime bien
je sais que ce document, il n'est pas super. Par contre, il est intéressant parce qu'il nous donne ici les contenus de vers en rouge. Donc, l'œuvre d'art, tableau ou poème ne saurait être faite de membres incohérents. Donc, il commence ici, par exemple, avec cette image d'un peintre qui va assembler des choses qui n'ont pas de connexion, il va faire un monstre. Et en fait, il utilise cette allégorie pour donner un conseil, c'est presque un conseil de cohésion textuelle, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas parler d'une queue de poisson, d'une tête de femme jolie, avec un corps d'une autre chose, et attendre ou espérer une harmonie et une connexion entre ces parties. Non, il faut avoir cette harmonie entre les parties. Je vais pas, il y a pas mal de choses ici à souligner parce que je trouve ces poèmes très intéressants. Mais voyons ici, il y a quelque chose, juste un exemple à vous donner. Ici c'est intéressant, juste au milieu de la page. Voilà. Donc, bref, écrit, et vous voyez que le verbe ici est à l'impératif, n'est-ce pas? Ici, c'est une traduction, n'est-ce pas? Le texte n'a pas été écrit en français. La semaine prochaine, on va parler de Boileau et de l'art poétique de Boileau. Et l'art poétique de Boileau, c'est déjà un texte écrit en français, d'accord? Et ici, non. C'est une traduction. Donc, bref, écris ce que tu voudras, que du moins ton sujet ait simplicité et unité. Nous autres poètes, mon cher Pison, et vous, ces dignes fils, nous sommes pour la plupart abusés par l'apparence du bien. Donc, ici, c'est intéressant, je soulignais pour vous montrer comment il y a ce dialogue avec Pison, qui semble être le père de la famille, et ses enfants, et les conseils de écris ce que tu voudras, mais que du moins ton sujet ait simplicité et unité. Et donc, vous voyez que ces notions, par exemple, de simplicité et unité, elles vont donner cette image que nous avons de la culture classique comme fondée sur des notions comme harmonie, équilibre, beauté et perfection. N'est-ce pas? Je profite pour ne pas perdre le raisonnement. Et je viens de vous parler de réception aussi. Cette idée, cette conception de l'Antiquité classique comme une période dans laquelle l'art démontrait ou révélait la perfection de l'art, l'harmonie, l'équilibre et tout ça, ça fait cette notion de l'Antiquité classique, elle est déjà un résultat d'une réception qui a privilégié cette notion rationaliste d'Aristote. Parce que nous avons une toute autre tradition qui vient de la même Grèce ancienne, qui est d'autres ordres. Et ça c'est il me semble que j'ai mis dans les documents, dans les fichiers, le livre La naissance de la tragédie de Nietzsche. Et Nietzsche va organiser cette tradition antique dans deux courants différents. Un qui vient de Dionysios et l'autre qui vient d'Apolle. Et Apolle, le dieu de la beauté, de la perfection, etc. Et Dionysios, le dieu de la démesure, comment ça, de la
futilité, mais de, comment on dit embriaguez? Ça fait tellement longtemps que je ne bois pas trop d'alcool que j'ai oublié les mots en français. Comment on dit ça en français? Ça, on peut dire beurré, ivre, ça marche aussi. Oui, mais ça c'est adjectif. Moi, je voudrais les noms. Ah oui. Ivrerie, je sais pas. Ivresse? Ivresse, voilà. Voilà, l'ivresse. Et ça, c'est le résultat de la pandémie et je ne bois pas trop. Et donc, j'oublie comment on dit ça. Donc, Dionysios comme les dieux de l'ivresse, de la fertilité, etc., de la démesure. Donc vous voyez que dans la mythologie grecque, nous avons la présence d'une tradition apollinienne, c'est-à-dire équilibrée, sobre, harmonieuse ou harmonique, etc. Et d'autre côté, nous avons la tradition des Dionysios, de la démesure, de la fertilité, de l'ivresse, etc. Et c'est Nietzsche, au XIXe siècle, qui va relire, on va dire, la tradition ancienne et va nous rappeler que cette idée classique comme équilibrée, elle a été une construction. Nous avons privilégié une partie de la Grèce ancienne au détriment d'une autre. En dépit d'une autre, on a laissé de côté la tradition dionysiaque, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Donc, voyons s'il y a encore quelque chose d'intéressant ici. Ah oui, donc vous voyez ici tout en bas. Ces textes-là, ils sont disponibles si vous voulez lire, jeter un coup d'œil, ils sont disponibles. Donc, vous voyez ici, vous qui écrivez, prenez une matière proportionnée à vos forces. Soupesez longuement ce que vos épaules peuvent ou ne peuvent pas porter. Si vous choisissez un sujet qui vous convienne, vous ne manquerez ni d'abondance, ni de cette clarté qui vient de l'ordre. Donc ici, c'est quelque chose de très intéressant. Et ça, vous voyez que c'est tellement intéressant que ça marche, même pour une dissertation de master, une thèse de doctorat. C'est-à-dire que vous qui écrivez, prenez une matière proportionnée à vos forces. Donc, ne pensez pas, par exemple, à écrire sur, je sais pas, vous choisissez comme objet de recherche 10 romans hyper longs pour une dissertation de master. N'est-ce pas? Vous avez 2 ans pour analyser 10 romans hyper longs. Non, c'est pas possible. Ça dépasse vos forces, n'est-ce pas? Donc, on va vous dire non, prenez un seul roman et l'analysez bien, etc. Et puis, voilà. Et voyons ici, j'avance encore un petit peu. Oups. Non, ça va. Non, voilà, je ne vais pas insister. Je vais profiter les 5 minutes qui me restent. Mais c'est hyper intéressant. J'aime bien ces poèmes. Mais ce semestre, j'ai décidé de ne pas parler trop longtemps d'Horace. Donc, voilà. Et ici, par exemple, nous avons ici un sujet comique répugne à être traité envers des tragédies. Ça, c'est le dernier commentaire. Pour vous donner encore une idée de comment Horace établit les règles d'art. Et ça vient depuis Aristote.
Comme vous savez, dans la poésie ancienne, il y avait le rythme, parce que le poème était chanté en quelque sorte, ou déclamé avec un rythme, et on avait un rythme et un vers, un type de vers pour chaque type de poésie. C'est-à-dire qu'une élégie, un poème plus triste, il va être un poème plus lent. Un poème héroïque ou un hymne, il va être peut-être un poème plus agile, dont le rythme est plus agile. Et moi, je fais toujours l'association ou l'analogie avec la samba brésilienne, n'est-ce pas? Pensez que vous avez samba enredo. Samba enredo, c'est celui qu'on écoute dans l'avenue de à Rio, une fois par an. Les mots des samba enredo, normalement, c'est un contenu historique. Donc, on va raconter un moment de l'histoire du pays, ou peu importe. Donc, c'est quelque chose de... Et il y a un rythme assez accéléré. Prenons un autre exemple de samba canção. Samba canção, c'est une samba lente, triste. Assez souvent, elle va parler de la tristesse, de la séparation, d'un problème existentiel, d'une souffrance énorme. Et vous avez, par exemple, une samba canção qui s'appelle Ronda, je ne sais pas si vous connaissez, que dit de noite eu rondo a cidade a te procurar, sem te encontrar, ou penser à cartola, a vida é um moinho, vai triturar, teus sonhos tão mesquinhos. Esse é beaucoup plus long, beaucoup plus dense, et penser à un pagode. C'est déjà un rythme plus léger, les paroles sont plus légères, c'est assez souvent, on peut même prêter des sujets lourds avec une certaine légèreté, n'est-ce pas? Vous voyez, je viens de vous donner l'exemple de O Mundo é um Moinho, samba canção clássico. O mundo é um moinho, vai triturar os teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões à pó. Et vous avez, par exemple, me ajuda a segurar essa barra que é viver, como é que é? Dig, me ajuda a segurar essa barra que é viver sem você. Je oublié les mots de, comment on dit, de raça negra, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que pour chaque rythme de samba, nous avons aussi un type de mots, un type de parole et un type de sujet à traiter aussi. Un sujet historique, un sujet existentiel, souffrance amoureuse, etc. Et le pagode avec quelque chose de beaucoup plus léger. N'est-ce pas? Donc, il est midi et peut-être je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vais reprendre les sublimes de Longin la semaine prochaine. Je ne voudrais pas faire ça, mais ça a été quand même intéressant, je pense. On a quand même réussi à parler de pas mal de choses sans rester trop collé au texte. Mais sinon, c'est ça. Je vais te donner cet exemple ici. Un sujet comique et puis à être traité envers des tragédies. C'est quelque chose qu'on peut même utiliser dans la rhétorique. Par exemple, si je vous raconte le décès, la mort de quelqu'un, sans respect, en rigolant, il y a un sujet à traiter et il y a
une façon de le traiter, la façon correcte, n'est-ce pas? Et c'est ça, en fait, que le poème d'Horace et disons, pour l'art poétique va proposer. Et pour vraiment terminer, ce que nous avons ici, c'est une définition peut-être plus claire, mais allant vers une direction, une conception de monde de la poésie depuis Aristote. Aristote peut-être était beaucoup moins strict et beaucoup plus élaboré avec un concept comme la catharsis et un effort d'organisation, mais quand même il était capable de regarder ce qui était devant lui. Et Horace va venir déjà avec une conception de la production littéraire, de la production poétique, beaucoup fermée, beaucoup plus réglée en quelque sorte. D'accord? Et donc, ce qu'il faut retenir de cette première discussion, c'est un premier discours sur la littérature qui voudrait mettre en ordre ce qui existait en littérature et la définition de règles pour la production de l'art. N'est-ce pas? Et finalement, la catharsis d'Aristote comme un concept qui met en évidence les lecteurs ou le spectateur de la tragédie. Et donc là, nous avons déjà traité deux domaines de ces champs de connaissances qu'on appelle la littérature, qui est les côtés du lecteur et les côtés du poète quand c'est qui écrit le texte. On aura d'autres moments où on va privilégier le texte en soi. D'accord? Et je ne vais pas vous dire là encore. Et ça va? Est-ce que vous avez des questions là aujourd'hui? Bon. Donc, je vous remercie. Et comme j'ai réussi à transformer ce livre, ce dictionnaire des termes littéraires, en PDF, je vais disponibiliser les entrées qui expliquent la catharsis, la poétique, les arts poétiques et tout ça. Et je pense que ça, c'est plus facile à comprendre le concept au lieu de lire la poétique d'Aristote tout entière, la poétique d'Horace tout entière. D'accord? Mais je vous invite quand même à jeter un coup d'œil parce que ces textes sont quand même intéressants. Et voilà. Si vous n'avez plus de questions, je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine. Et je vais vous indiquer, vous laisser un mot avec les indications de texte pour la semaine prochaine. La poétique de Boileau, etc. OK? Pas de questions? Non, ça va. Merci, Daniel. Pas de questions, ça va. OK, merci. Et ça, c'est juste le début. Je compte sur vos participations ou votre participation de plus en plus. D'accord? OK. D'accord. Merci. Ça avance. Merci, au revoir et bonne semaine. Merci, au revoir. Bonne semaine Au revoir. à vous. Merci. Au revoir.